Idéalement, c'est les deux, mais il manque quelque chose. Il manque le cœur dans tout ça. Je pense que c'est très important d'avoir une tête bien faite, d'apprendre à bien penser musicalement. Les doigts d'acier, c'est important aussi, mais ça peut aussi vouloir dire plein de choses. Si c'est des doigts d'acier qui ne sont pas intelligents, s'il n'y a pas des petites têtes chercheuses au bout de chaque doigt, des nerfs, des terminaisons nerveuses extrêmement sensibles, c'est pas intéressant. Je trouve qu'il y a une inventivité là-dedans pour trouver de nouveaux clichés quant à la musique classique qui est assez fascinante. Mais un de ceux qui m'énerve le plus, c'est que la musique classique, c'est bien, ça détend. Ça tend toutes mes fibres, en fait, la musique classique. Et ça n'est absolument pas relaxant. Et quand pour moi, on utilise des mots qui vont avec le bien-être, la distraction, le divertissement ou le vocabulaire décoratif avec la musique classique, c'est terrible. Mon parcours a été jalonné de rencontres extraordinaires et je continue d'en faire. Je vais juste nommer la première, c'est la rencontre avec Mozart. J'avais autour de 10 ans et c'est à partir de ce moment-là que la musique dite classique ne m'a plus quitté. C'est vraiment la voix de Mozart qui a été la première voix de toutes celles que j'ai pu entendre, rencontrer dans la musique classique. Alors, c'est pas lui-même qui parlait, hein, c'est Neville Marriner, via des enregistrements, et Alfred Brendel aussi. Mais j'ai envie de croire que j'ai un peu rencontré Mozart, même si c'était par le biais d'artistes d'aujourd'hui. Concert, sans hésitation, même si le studio est très important, c'est une démarche tout à fait différente. Le concert, c'est des arts vivants, c'est l'art de la scène. En fait, on se met en danger, on s'expose, on vit la même temporalité que le public pendant un moment donné. Le studio, on est libre d'organiser son temps comme on le veut. Moi, j'aime bien faire un parallèle avec la sculpture. Il y a l'acoustique du lieu, il y a l'instrument, il y a le temps qu'on a, il y a les personnes avec qui on travaille. On a des données, des paramètres sur lesquels on travaille, on élabore là artificiellement une sculpture de son. Mais c'est complètement artificiel. Là où le concert est vraiment authentique, le studio est artificiel. Le rituel le plus important pour moi avant les concerts, c'est je répète l'intégralité de mon programme à la table, avec tous les doigtés, les yeux fermés, en me récitant intérieurement la musique un petit peu plus lentement que le tempo avec les tempi que je vais adopter au concert. S'il n'y a pas de table sur un piano avec couvercle fermé, s'il n'y a rien de tout ça sur mes genoux, ça c'est quelque chose qui me permet d'être moins nerveux avant d'entrer sur scène et d'avoir une idée bien claire avant de rentrer sur scène. Oh, j'en ai eu plusieurs, de plein de natures différentes. Jouer alors qu'on a 42 fièvres, après un jet lag terrible où en fait on a l'impression que le corps tombe en morceaux et on joue quand même. Réaliser juste avant d'entrer sur la scène que j'ai pas mes chaussures de concert mais que je suis en basket, alors que les applaudissements du public ont déjà commencé. Ou alors, plus embêtant, une touche du piano qui ne fonctionne pas. Voilà, un concerto pour Mozart en Do majeur, Köchel 503, et il y a le Do aigu là, qui ne répond pas. Donc je devais, en fait, après avoir joué un passage, s'il n'y avait que la main gauche ou que la main droite, je relevais la touche comme ça. Alors ça, c'est difficile parce que déjà, être fier d'une chose que moi-même j'aurais fait, c'est pas naturel. Par exemple, mon intégrale forêt récemment, c'est trop récent. Je ne peux pas dire que je suis fier de ça. Je suis fier de l'avoir fait. Mais pour la valeur artistique de ce projet-là, tel qu'il est maintenant aujourd'hui, c'est trop tôt pour moi de le dire. Il y a deux choses dont je pourrais dire que je suis fier. D'être allé au concours Tchaïkovski en 2015 pour vraiment jouer de la musique, pas pour gagner un prix. Je pense que ça a pu contribuer à faire bouger quelques lignes dans certains esprits. Je peux dire aujourd'hui que je suis fier de mon enregistrement des sonates de Scarlatti. Je pense que c'est vraiment un projet discographique qui tient la route. C'est un film de Kusturica que je n'avais pas vu, Chat noir, chat blanc. Pour moi, ça a été un choc cinématographique d'envergure. Je pense vraiment que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et c'est un film que j'aurais envie de revoir, je ne sais pas, peut-être des dizaines de fois. Tant ça fourmille de détails et tant l'énergie qui passe à travers cette œuvre est contagieuse. Dernier coup de cœur, c'est un livre de Jack London, Star Rover, Le vagabond des étoiles. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu quelque chose d'aussi puissant. L'histoire d'un condamné en prison qui fait une sorte de voyage spatio-temporel intérieur. C'est extrêmement intense, c'est un livre qui est violent parce qu'on est dans l'univers carcéral. En fait, il y a plusieurs temporalités, justement avec ces voyages intérieurs.
Et c'est un livre vraiment renversant, je dois dire. Ouais. L'œuvre que je rêve d'écrire, c'est la mienne. Je veux pouvoir rester pleinement l'auditeur, la personne qui profite de certaines œuvres. Si je me mets trop dans une posture où je vais me dire « Ah ça, j'aurais aimé l'écrire », ça me fait passer de l'autre côté. Peut-être il y a certaines pièces de Fauré. Si je pense par exemple à la 9e Barcarolle, la pièce évolue, c'est une pièce très courte qui dure 4 minutes, mais la pièce évolue au fur et à mesure de variations de plus en plus élaborées jusqu'à un canon final où des harmonies de plus en plus abstraites, de plus en plus lointaines viennent accompagner ce thème qui fait penser à un chant de marin modal. Je pense que c'est une pièce qui n'a pas d'époque. C'est pas romantique, c'est pas classique, c'est pas moderne, c'est pas baroque, c'est une pièce pour moi qui touche à l'éternité, à l'universalité de la musique. En fait, on pourrait la mettre partout, la ranger partout et nulle part. Oh, la réponse à cette question est assez facile, je pense avec un de mes meilleurs amis ou avec une amoureuse. Le père Brown, dans Les Enquêtes du père Brown de Chesterton. C'est avant le Hercule Poirot d'Agatha Christie, c'est un personnage d'enquêteur mais qui est prêtre, avec ses propres questionnements métaphysiques et qui se retrouve à résoudre des enquêtes criminelles. C'est absolument génial. Autrement, Prométhée. Si je réponds ça, c'est d'abord parce que je sens que ma vocation de musicien, elle est dans le don. Je le vois moins comme le voleur ou celui qui prend le feu que comme celui qui le donne à tout le monde. Voilà. Alors le romantisme, pour moi, c'est un rapport au monde. Et à vrai dire, je pense qu'on y est toujours. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs que les programmes de concerts de musique classique soient toujours majoritairement composés de musique romantique. Et que même les compositeurs contemporains, dont certains les plus radicaux, si je pense à Boulez ou Stockhausen, pour moi ce sont des compositeurs romantiques. C'est leur subjectivité qui l'emporte, c'est leur recherche personnelle qui l'emporte. Il y a la volonté d'exploser, de faire exploser le cadre classique. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait on vit toujours dans un monde, voilà, le choc d'un monde de plus en plus globalisé, d'un monde qui s'industrialise, dont la technologie devient de plus en plus compliquée. C'était déjà ce monde-là dans lequel écrivait Beethoven, dans lequel écrivait Chopin, Liszt. Il y a d'autres choses qui peuvent être dites sur le romantisme. Moi, je dirais que par rapport au classicisme, en tout cas, c'est plus de sueur, plus de sang et plus de larmes. On le voit à l'opéra, mais aussi dans les œuvres. Les émotions sont libérées, voilà. Là où le cadre classique traduisait même les émotions les plus extrêmes, les canalisait dans un cadre rationnel, le romantisme renoue avec des émotions extrêmes. Je pense que c'est une expérience à mener parce qu'il y a des sonorités qu'on va entendre par ce moyen qu'on n'aurait pas l'occasion d'entendre autrement. J'ai eu l'occasion de travailler avec Insula et Laurence sur un projet autour de Beethoven. Il y a 2 ans, on avait joué ensemble le 2e concerto pour piano et orchestre. Et c'était merveilleux d'entendre ces timbres, la flûte en bois par exemple, et puis sur ce playel qui n'était pas un playel de l'époque de Beethoven, mais un playel du 19e siècle, d'entendre la chaleur de certaines sonorités. Moi je suis pour cette diversité-là, je ne suis pas pour une version de référence, une version qui est la vérité. Je pense que ça, c'est anti-artistique profondément, que si en fait on avait pensé comme ça, il n'y aurait pas toutes les versions d'annonciation italienne en peinture, il n'y aurait pas toutes les versions de traitement, même par la musique sacrée des évangiles. On a besoin de toutes ces versions. En fait, c'est un acte quasi criminel envers l'art. Il ne peut pas y avoir de référence en art. Le plus de diversité il y aura, le plus d'esprit critique il y aura, et donc le plus ça suscitera de création. Je vous aimais, mais vous ne m'aimiez pas. Vous avez quand même écouté ma chanson, et elle vous a tellement plu qu'on a pu danser ensemble. Dynamique, exigeante, passionnée.